Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Dropzone. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif et qu'il ne constitue en rien un conseil, que vous êtes bien sûr seul et unique responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez activer notamment la clochette et recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, tout est disponible sur le site pepitortrade.com. On me demande souvent pour le salon, les formations, etc. Donc c'est tout sur le site pepitortrade.com. Et puis, un petit rappel, il y a de disponible sur la chaîne, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, le webinaire que j'ai fait il y a 2 ou 3 semaines, qui est disponible bien sûr gratuitement, où vous pouvez, voilà, pour les débutants notamment, les quelques bases de l'analyse technique qui peuvent vous donner un coup de main, et notamment sur cette fameuse moyenne mobile à 10 périodes que j'utilise. Donc quelques pistes de réflexion pour savoir comment l'utiliser, comment s'en servir, et éventuellement comment monter des stratégies de trading. On démarre avec un programme, alors un programme un petit peu différent cette semaine, puisque c'est un programme spécial ETF. Donc c'est vrai que régulièrement, semaine après semaine, on me demande d'analyser des ETF et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur les actions que j'ai toujours repoussé un petit peu la question. Et là, bon, je me suis dit: «Allez, c'est le moment» parce qu'on a quand même des baisses assez importantes sur les marchés, il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs, c'est peut-être pas fini, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est peut-être, on commence à s'approcher de zones qui peuvent être intéressantes pour ceux qui veulent entrer sur, des trackers, voilà, des trackers. Alors en l'occurrence, c'est des trackers qui, alors je fais pas de pub pour eux, mais c'est des trackers qui sont sur le site amundi.fr, donc je vous invite à aller voir. Hem Mais voilà, grosso modo, j'en ai sélectionné 9, on va les voir ensemble. Donc il y aura 2 parties dans cette vidéo. La première partie, toujours avec des actions, avec, plutôt des grosses capitalisations, Société Générale, Kering, Imerys, Forestia, Renault, ASML Holding, LVMH, SEB et Boiron. Et puis du côté des ETF, je vous présenterai 9 ETF que j'aime particulièrement, qui sont tous éligibles, au PEA, qui sont l'ETF Monde World, Amérique latine, Asie émergent, le Russell 2000, la Corée, l'Inde, l'ETF Water et puis, l'immobilier européen et celui de la santé. Voilà, grosso modo l'idée. Merci beaucoup. La semaine dernière, il y a eu un nombre incroyable de commentaires sous la vidéo. Il y a un nombre incroyable de vues semaine après semaine. C'est bluffant, vraiment ça me touche énormément de lire vos commentaires et voilà, je tiens vraiment particulièrement à vous remercier parce que, c'est vrai que dans ces marchés, difficiles pour tout le monde, moi y compris, eh bien, c'est pas toujours évident de faire des vidéos le vendredi. Mais voilà, mais quand on lit, vos commentaires semaine après semaine, il est clair que je vous cache pas que ça me donne toujours beaucoup de courage. Voilà, donc merci pour ça. On va démarrer avec, comme d'habitude, notre cher CAC 40. Alors, le CAC 40 cette semaine, bah, il fait une semaine, alors on va voir, on va reprendre d'abord, évidemment, bon, un petit peu de recul, hein. Donc on avait, la chute du covid, le fameux bull market. Eh bien, on était dans un biseau descendant qu'on a cassé par le haut, on a fait le pullback, on a essayé de relancer, mais on n'y est pas arrivé. On a réintégré, signe de faiblesse, on a réintégré pour moi cette grosse oblique qui pour moi, voilà, tant qu'on est en dessous, à moyen terme, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis on est revenu, sur un support que j'avais dessiné il y a longtemps, et ce support, bon, support oblique, on l'a cassé et voilà, aujourd'hui on essaye de repasser au-dessus, c'est pas évident. On fait quand même une belle journée, il y a une figure de retournement potentiel ici. Donc c'est plutôt pas mal. On est venu casser le support du mois de mars, hein, donc toujours ce qu'on disait, hein, que ceux qui avaient acheté au son du canon le 24 février, ben, sont toujours actuellement en perte de 11,5%. Une citation à mettre à la poubelle.
Donc voilà, donc on est voilà, dans une tentative de stabilisation, je dirais, avec une semaine alors très volatile, très dangereuse, c'est parti dans tous les sens cette semaine clairement. Mais voilà, on est sur une semaine où donc vendredi c'était ici, on est sur une semaine qui finit légèrement négative, mais bon, on peut voir quand même que on a, quand même, on va dire sauvé les meubles. Ouais, je dirais que c'est une semaine où on sauve les meubles. Et voilà, et on attend de voir mieux. Alors moi, à titre personnel, effectivement, je pense qu'on peut rebondir un petit peu au-delà la semaine prochaine, hein. Je pense qu'on peut très bien aller au moins rechercher cet oblique, à minima. Après, on verra, mais il est clair que là, c'est du trading. On a vu les chiffres qui sont macroéconomiques qui sont pas bons. Mais on a un marché qui lâche pas. On a un marché qui dégrade fortement, mais on n'a pas un marché qui lâche. On n'a pas des volumes extraordinaires. Donc on n'a pas de capitulation hein, à ce stade, pour moi, hein, pas du tout de capitulation, même si on a eu un petit peu plus de volume, notamment sur la séance, c'était la séance de mercredi. Mais on n'a pas encore un marché, voilà, on n'a pas encore un marché qui lâche. On est évidemment sous la moyenne mobile à 10 jours, la moyenne mobile à 10 semaines. Très loin même, qui pousse, c'est ce qui me fait dire qu'on pourrait avoir, un effet rebond et sous la moyenne mobile évidemment à 10 mois, là aussi on est quand même très loin de cette moyenne mobile à 10 mois. Ce qui me ferait dire là aussi qu'on peut générer, voilà, on peut mettre en place pour, peut-être le mois d'octobre, un rebond technique de quelques pourcents. Malgré tout, ça reste évidemment dégradé, baissier et ce sera du trading, hein, n'importe comment. Moi, à long terme, alors on m'a redemandé, donc je redis ce que j'ai dit les semaines suivantes, mais sur mon portefeuille long terme, à titre perso, je suis toujours 100% liquide, hein. Ça a pas changé. Et j'attends toujours ma zone d'accumulation à long terme qui sera ici. C'est là où, voilà, à titre perso, je pense, dès qu'on va repasser sous les 5006, alors on n'est pas très loin, hein, c'est sûr, mais il faut bien se fixer une limite, il faut bien se fixer un objectif. Donc moi, en dessous des 5006, en ce qui me concerne, en dessous de 5006 et jusqu'à potentiellement 5000, ce sera une zone où j'accumulerai certainement en plusieurs fois sur mon portefeuille long terme. Alors on m'a demandé, ce sera moi, ETF, hein, donc très simple, là-dessus, pas d'action sur mon portefeuille long terme. Donc voilà, à titre personnel, ce qui va être possible de faire. Donc voilà, pour le CAC 40, en gros, pas grand-chose à se dire. On est voilà, sur du rebond technique. On pourrait avoir la semaine prochaine un rebond technique supplémentaire, mais attention, ça restera du rebond technique et on attend d'avoir des signaux un petit peu plus concrets, notamment on attend de repasser au-dessus de cette moyenne mobile à 10 jours. En ce qui concerne les small, pareil, donc on a une tentative de stabilisation. Donc on a effectivement, donc je prends un petit peu de recul là aussi, hein, donc on a une grosse chute. Alors ça ressemble énormément, hein, énormément à ce qu'on avait eu donc par là. Donc dans les années 2017-2018, hein. C'est vraiment le même type de figure. Avec notamment ici, vous voyez, pour moi, on est potentiellement ici, là-dedans. Donc, on pourrait avoir. Donc, est-ce qu'on est effectivement dans un cas un petit peu comme ici, hein, vous voyez, donc on avait eu le gros drop ici, clac, on a vu des rebonds ici avant un nouveau drop et avant ensuite effectivement de repartir. Est-ce que là, effectivement, on est dans un scénario qui pourrait être un petit peu ressemblant à ça avant de repartir? Voilà, ça peut être un scénario, d'où la possibilité effectivement d'avoir un rebond éventuellement la semaine prochaine et après on verra la suite. De toute façon, c'est un marché où clairement il est impossible de deviner ce qui va se passer la semaine prochaine, le lendemain, je dirais même dans une journée comme celle d'aujourd'hui, dans une heure. Donc il faut vraiment trader chandelier après chandelier. Je dirais ne trader que le graphique, éviter les espoirs, éviter au maximum ce qu'on croit être juste ou pas juste d'ailleurs. Donc à un moment donné, voilà, le marché décide seul et ne tient absolument malheureusement pas compte de ce que nous pensons. Donc nous sommes obligés de raisonner en termes de probabilité, de statistiques, de money management et de ratio gain risque, c'est tout.
Donc à partir de là, on va rester dans ce scénario-là et on va le voir, hein, sur certaines actions. Si vous vous amusez à tenir des scénarios en trading, ça peut être extrêmement dangereux. On va le voir sur certaines actions. On va démarrer par les bancaires. Alors les bancaires qui ont été attaqués, voilà, on le voit, hein, depuis plusieurs séances, les bancaires attaqués alors qu'elles tenaient plutôt bien, jusqu'à la mi-septembre. J'avais plutôt des bancaires qui tenaient bien et c'est là qu'on voit qu'effectivement elles sont attaquées. Société Générale a été attaquée également puisqu'elle perd, elle perd quand même, vous vous rendez vous compte, hein, elle perd 18% en 2 semaines, hein, la Société Générale. Donc c'est pas rien, on parle pas d'une small cap, hein, on parle vraiment du grosse bancaire. Aujourd'hui, on fait une séance, voilà, on a un petit peu de rebond, mais quand on voit la chute, voilà, on peut même pas parler de rebond technique, hein, c'est vraiment juste, voilà, une petite stabilisation. Donc on verra là aussi de la semaine prochaine si on est capable, alors ou de mettre en place une congestion pour pouvoir relancer ou, voilà, si on retrouve directement les supports. Pour moi, là, il y a strictement rien à faire, mais comme la majorité des actions qu'on va voir, hein, il y a pas grand chose à faire. C'est la raison pour laquelle je profite de l'épisode pour pouvoir parler un peu des ETF. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, on fait une belle séance de relance qui est engageante. C'est vrai, hein, voilà, on a la sensation qu'il y a peut-être quelque chose à jouer un petit peu en trading, la semaine prochaine, mais ça reste du trading, c'est même pas du swing, hein, c'est même pas du swing trading, c'est vraiment, voilà, de l'intraday ou peut-être 1 ou 2 jours, et encore que aujourd'hui tenir des positions, le soir, c'est quand même extrêmement compliqué. Je ne vais pas revenir sur le discours de Vladimir Poutine aujourd'hui, mais enfin, quand même, c'est assez, j'ai vu un petit peu entre les lignes ce qu'il avait dit, hein, les traductions du moins, puisque je parle pas le russe. Mais voilà, quand on lit un petit peu ce que cet homme dit, c'est pas franchement rassurant pour l'avenir. Enfin bref. Toujours est-il que voilà, Société Générale, il n'y a pas grand-chose à faire. Kering, alors Kering un petit peu plus intéressante niveau trading, Kering, puisque on le voit, on est revenu sur une zone, voilà, une zone de support. Donc je vais tracer plutôt la flèche. Hop là, voilà. Donc on est revenu sur potentiellement un support oblique. Donc c'est intéressant. L'avantage c'est que là, voilà, on a un ratio gain risque très très proche. Donc là, si vous voulez pas vous embêter, clairement, donc l'idée sur Kering, c'est du trading, hein, là aussi. C'est clairement du trading. L'idée, c'est de se dire sur Kering, si vous voulez le jouer, si vous croyez à un rebond, euh, des marchés, voilà, un rebond technique des marchés, éventuellement la semaine prochaine. Pour moi, hein, l'idée, c'est de jouer, voilà, un achat au-dessus des 461,50 et le stop, pour moi, il est très clair, hein, il est sous les plus bas, d'aujourd'hui. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait viser? Bah, moi, je viserais cette zone-là, grosso modo, hein. Cette zone-là en premier TP. Et si par bonheur ça casse, à ce moment-là, vous garderez un handicap pour aller un petit peu plus haut. Donc voilà l'idée un petit peu pour Kering. Ça se tente, honnêtement, ça se tente, hein, parce que là, le stop, il coûte pas bien cher, hein. Le stop, là, vous avez un stop à 3-4%. Donc, je veux dire, bon, avec un bon money management, ça se tente. C'est vrai que c'est très baissier, mais voilà, si on veut jouer du rebond technique, à un moment donné, il faut bien prendre des risques. Donc voilà, en plus l'avantage c'est que Kering pour le coup c'est liquide. Donc voilà le type de scénario que l'on peut tenter éventuellement pour du trading. Imeris, alors Imeris, c'est du robot technique. Alors nous on avait un trade du salon, un des rares trades au mois de septembre que j'ai donné et un des rares trades parmi les trades que j'ai donné au mois de septembre sur le salon qui a été gagnant. On avait proposé l'achat ici au-dessus des 28,70 et on a atteint les 2 TP, donc on est allé chercher jusqu'à 8%. Je sais qu'il y en a parmi le salon qui ont gardé une petite position long terme, bon, tant mieux pour eux, puisqu'ils sont toujours dedans. Donc bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, dans le rebond. Voilà, on a eu effectivement le premier rebond technique sur le double appui, hein, quasiment double appui ici, voilà, même pas quasiment, un double appui ici. Donc on a le rebond technique, on a effectivement une figure qui pourrait s'apparenter à une espèce de tasse avec anse, hein, ici. Donc c'est plutôt pas mal. Je dirais que si on parvient à repasser au-dessus des 31,14 €, l'objectif suivant sera d'aller chercher ici les plus hauts, au-dessus des 33,58. Le stop, pour ceux qui veulent tenter, logiquement, il serait plutôt ici sous les 28,82 €. Donc en termes de ratio gain-risque, c'est moyen, puisqu'on aurait stop quand même à 7% pour viser un objectif de 8. Donc on est un ratio de 1 pour 1. Bon, vous me direz si ça passe, c'est que les marchés se relancent, on peut viser un petit peu plus haut, bien entendu.
Mais voilà, c'est pas tout à fait, la structure est très, très belle, hein, le mouvement est très, très beau, mais en termes de congestion, de ratio gain-risque, c'est pas, parfait, parfait. Voilà, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose à tenter. Alors j'ai pas tracé l'oblique, hein, mais voilà, on c'est peut-être pour ça qu'on a un petit blocage. Oui, c'est même certainement pour ça qu'on a un blocage. Vous voyez, on a une belle oblique, très, très belle oblique, hein. Oui, d'ailleurs, je l'avais pas vu. Très, très belle oblique, qui passe vraiment par beaucoup, beaucoup de points de contact, hein, pour dire la pertinence. Donc si on repasse au-dessus, qu'on s'installe au-dessus, eh bien, en effet, voilà, si la semaine prochaine, on arrive à passer au-dessus, on revient, on fait une petite congestion, on pourra rejouer. Potentiellement, là, ça peut être intéressant. On pourra rejouer la relance, comme on a l'habitude de le faire, hein, dans mes vidéos. J'ai l'habitude de vous les montrer. On pourra rejouer la relance et là, du coup, on aurait un stop beaucoup plus court, puisqu'on aurait un stop, on va dire, sous le dernier creux qui serait aux alentours certainement des 30,70 €, 30,65 €. Ensuite, on a du Forestia. Alors, Forestia, méga baissier, c'est du trading pur. On est sur un biseau descendant. Voilà, donc on est sur un biseau descendant avec, vous voyez, beaucoup. Alors, je prends du recul d'abord pour la montrer, hein, pour montrer que c'est quand même très baissier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros support ici qui date de 2009. Les équipementiers auto cette semaine se sont fait dégommer, hein. On l'a vu, on a vu également Renault hier, même s'il y a un beau rebond aujourd'hui qui s'est fait pas mal chahuté. On est revenu en effet donc sur pour moi une très belle zone de support oblique qui descend, hein, donc on est vraiment sur une tendance très baissière. On peut imaginer pour les plus joueurs, alors là par contre attention, hein, là il est stop obligatoire là-dessus parce que vous avez vu, hein, quelqu'un qui s'amuse à trader par là ou par là, par exemple dans la figure. On avait montré il y a quelques mois maintenant, puisque c'était au mois d'août, on avait montré cette figure. Je vous avez dit, cette congestion elle est intéressante et si à un moment donné, voilà, si on arrive à casser par le haut, il y aura peut-être quelque chose à jouer. Donc si vous l'avez anticipé, pourquoi pas, mais il faut surtout pas tenir la position parce que si vous avez tenu la position ici, même aujourd'hui avec le rebond de 3,31, vous êtes toujours en perte de 32%. Donc là, ça rigole pas. Ça rigole pas et ça veut dire que pour récupérer la perte que vous avez, il faut que le titre fasse une performance de 44%. D'accord? Donc voilà la raison pour laquelle dans ce marché-là, encore une fois, donc je répète ce que je disais les semaines précédentes et ce que je me répète à dire sur le salon, on peut trader. On peut trader, bien entendu. Moi, je trade aussi. Parfois un peu trop d'ailleurs, mais clairement, c'est un marché où il faut être capable de couper ses pertes, de ne pas se laisser embarquer, parce qu'on peut flinguer un portefeuille sur une mauvaise décision, hein, clairement. Donc sur une mauvaise décision, ou en termes de money management, ou en termes de stop pas tenu. Donc, pour en revenir au trading, sur Forestia, pareil, on est effectivement sur une zone de support oblique, descendante. Bon, si je ne dis pas qu'il faut acheter Forestia, attention, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais si on veut tenter quelque chose, qu'on croit que le titre peut rebondir, et c'est possible qu'il rebondisse la semaine prochaine, pour moi c'est assez simple. On a une bougie à réduction de volatilité. On a quand même des volumes, donc ça c'est pas très engageant. Mais grosso modo, le stop serait sous cette bougie et on irait chercher effectivement là aussi, voilà, on irait chercher grosso modo la zone d'oblique ici. Voilà, donc là ça peut être intéressant pour du trading, voilà, pour tenter quelque chose. Mais encore une fois, si on vient à repasser sous les 10,70 €, il ne faut pas hésiter à clôturer sa position. Renault, bah tiens, j'en parlais. Renault, donc très chahuté hein, hier avec une grosse bougie rouge, donc une bougie à moins, en clôture à -7, ça fait mal. Aujourd'hui, on a du rebond technique, 2%, hein, c'est pas non plus, quand on a perdu 7 la veille, on peut pas dire non plus que ce soit le rebond technique du siècle. On est effectivement sur une zone très très importante. Voilà, la zone grosso modo des 27 €, 27,80 €. Vous voyez toute cette zone hein, qui a été travaillée en tant que support le 17 septembre, le 30 novembre et le 20 décembre. En tant que résistance le 8 juin, elle est venue faire support et on a le second retour. Donc aujourd'hui, hein, le 30 septembre. Donc voilà, est-ce que cette zone va tenir? Là aussi, je n'en sais strictement rien. Là aussi, si vous croyez que cette zone tient, peut tenir du moins, effectivement, on peut tenter quelque chose. On peut anticiper éventuellement la cassure de tout ça par le haut avec un achat au-dessus des 28,21 € grosso modo, hein, et un stop bien sûr des validations sous les 26,90 € grosso modo et on visera pour moi les plus hauts ici à 31,72 € et si ça passe, mais
pas forcément, enfin bon, bref, on verra. On ira chercher potentiellement le comblement du gap. Ici, il y a un petit gap ici, là, qui n'a pas été comblé, à 34,86 €. Voilà, grosso modo, l'idée, hein, mais voilà, vous avez bien compris, hein, ça reste du trading. On est quand même sur une zone dégradée. On a une tendance qui est potentiellement dégradée. Voilà. Mais pour ceux qui sont intéressés pour Renault sur ce niveau de prix-là et qui veulent avoir un plan potentiel pour pouvoir tenter le coup, hein, je ne sais pas si ça marchera pas, mais pour tenter le coup, on peut avoir ce genre de plan de trading. Voilà. Vous savez, vous en avez l'habitude, je vous partage sans problème des idées, ça me fait toujours très plaisir. ASML, alors, on est sur le domaine des semi-conducteurs hein, qui a énormément morflé. Voilà, ASML Holding, c'est une superbe action, mais voilà, on a quand même une perte depuis les plus hauts de 44%, donc ça fait mal. On a des zones investisseurs pour moi qui sont un petit peu plus bas. Donc là, pour moi, effectivement, pour l'investisseur, je pense que c'est trop tôt pour revenir sur. J'en parlais d'ailleurs avec un copain Laurent que je salue. Pour moi, qui est un investisseur, pour moi, c'est encore un peu tôt pour entrer sur les semi-conducteurs maintenant. Je me trompe peut-être, hein, bien évidemment, mais pour moi, c'est encore un petit peu tôt. Donc j'attendrai plutôt, voilà, hein, de descendre sous les 400 € à minima et éventuellement même sous les 300, 350, 330 €. Par ailleurs, on peut avoir du trading là qui peut être fait, puisqu'on le voit, on est dans un biseau descendant. On a des volumes quand même assez soutenus, alors ça c'est moins bien, mais on a quand même un biseau descendant, donc voilà, on travaille le bas du biseau descendant, on tient les supports, c'est compliqué, certes, mais on tient quand même les supports. Donc pour le trader, en effet, si on vient à casser par le haut ce biseau, il y aura peut-être quelque chose à tenter pour jouer du rebond technique, hein, pour voilà, revenir potentiellement chercher, je dirais, voilà, déjà la zone ici des 500 €, et puis éventuellement la zone des 560. Mais pour moi, ça sera du rebond technique parce que moi, ce que je pense, c'est qu'on est encore dans une tendance baissière et je pense qu'on reviendra casser ce bas-là tôt ou tard et que c'est là potentiellement qu'on aura, comme d'habitude, hein, à la cassure du bas, qu'on aura potentiellement un premier sell-off avant éventuellement une remontée plus tard. Donc là, voilà, c'est des scénarios, hein, c'est des scénarios, bien évidemment, hein, c'est pas prédit pas l'avenir, j'en suis incapable, mais ce sont des scénarios qu'on peut éventuellement envisager. Donc pour du trading, pourquoi pas, d'accord, avec stop, invalidation, objectif numéro 1, objectif numéro 2, vous en avez l'habitude. Pour de l'investissement, à titre personnel, mais encore une fois, je peux me tromper, bien évidemment, j'attendrai au moins de casser le bas de juillet 2022. LVMH. Alors, LVMH qui a tenu hein, la cote dans la tempête ces derniers jours, qui a bien tenu. Hein, le luxe a plutôt bien tenu. LVMH, Hermès aussi notamment. Et là, on fait une stabilisation cette semaine de LVMH. C'est pour ça d'ailleurs que les indices n'ont pas lâché hein, cette semaine. D'ailleurs, j'en viens aussi, voilà, je voulais vous dire, hein, parce qu'il y a des erreurs qui sont dites, notamment dans l'analyse. Je fais une aparté, mais dans l'analyse des shorts. Donc, dans l'analyse des shorts, il y a beaucoup de graphiques qui sortent en ce moment sur Twitter qui montrent que le marché est sur un point bas parce qu'il y a un taux de short très élevé. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a un taux de short élevé que ce sont forcément des gens qui sont vendeurs sur le marché. C'est aussi beaucoup de fonds, de gérants de fonds qui sont toujours très 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 investis. Il y a beaucoup de graphiques qui le montrent, qui ne veulent pas lâcher leur valeur fétiche, notamment le luxe, et qui se couvrent, hein, parce qu'on a des outils aujourd'hui financiers qui permettent de se couvrir. Donc ce sont des gérants qui veulent conserver leur valeur en fonds de portefeuille, mais qui ne veulent pas subir, au cas où il y ait voilà, une dip de marché, qui ne veulent pas subir trop de volatilité sur le portefeuille. Donc ils réduisent la volatilité de leur portefeuille en se couvrant, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils pensent que le marché va s'effondrer, ça veut juste dire qu'ils se couvrent. Donc attention, là aussi, de ne pas tout mélanger. Donc voilà, il y a effectivement beaucoup de positions de couverture, mais c'est des positions de couverture. C'est pas forcément parce que c'est pas forcément des positions de conviction, c'est plus des positions de contrainte. Voilà, c'est là où je voulais en venir par rapport à ça. Donc j'en reviens à mon bébé, j'en reviens à LVMH. Bon, pour moi, il n'y a rien à faire hein, sur LVMH pour deux raisons. La première, c'est que pour un investisseur, on a fait une baisse depuis les plus hauts de 20%.
même pas, 19%. Donc pour moi, le retracement n'est pas assez élevé. Je veux dire, quand on prend du recul sur LVMH, qu'on le met en mensuel par exemple, voilà. Est-ce que payer LVMH ici, c'est selon vous, quand on regarde juste visuellement, hein, comme ça, hein, voilà, quand on prend un peu de recul, est-ce que payer LVMH ici, selon vous, c'est l'opportunité du siècle? Chacun pense ce qu'il veut, bien évidemment, hein, il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort. Mais pour moi, à titre personnel, on est on n'est pas sur l'opportunité du siècle. Voilà. Moi, je préférerais, voilà, si quelqu'un me demandait, voilà, est-ce que ça vaut le coup de faire all-in maintenant sur LVMH, je répondrais que c'est un petit peu tôt et je répondrais que quitte à louper des opportunités, voilà, je préférerais attendre un retracement un petit peu plus grand. Et là aussi, hein, au même titre que ASML Holding, j'attendrai à minima qu'on repasse sous les plus bas ici de juin 2022. Donc voilà, si on revient pour moi, alors ça fait beaucoup, hein, vous allez me dire, ah oui, je sais que ça fait beaucoup. Ça fait potentiellement, voilà, si on revient sur le support, dans la zone du support oblique, ici, voilà, si on revient dans cette zone-là, en effet, ça peut être une opportunité. Voilà, dans cette zone-là, pas avant pour moi. Donc ça peut en effet générer une baisse supplémentaire de 20%. Ouais, oui, oui, ça peut le faire. Alors, on verra encore une fois, hein, mais pour moi, c'est toujours pareil. C'est une histoire de ratio gain-risque. Est-ce que sur ce niveau de prix-là, vous avez plus de chances de gagner 20 ou 25% sur LVMH que de les perdre? Moi, à titre personnel, je pense que sur ce niveau de prix-là, dans l'environnement actuel, vous avez plus de chances de les perdre que de les gagner. Moi, vous êtes seul maître de vos investissements et je peux bien évidemment me tromper comme tout le monde. Donc voilà, pour LVMH, niveau trading, voilà, si on a une congestion, si on a potentiellement voilà, une cassure de résistance oblique avec un stop très serré, voilà, quelqu'un qui veut tenter. Là aussi, un achat sur LVMH, par exemple, au-dessus des 614 avec un stop d'invalidation sous 594 pour aller viser, par exemple, on va dire les plus hauts ici à 660. Bon, ben, le plan est bon, le ratio gain-risque est bon. Voilà, ça peut être une chose potentiellement intéressante, euh, mais pas pour de l'investissement. Voilà. On va passer à Seb. Alors voilà, Seb, typiquement, hein, le genre d'action où, comme au même titre que Forestia, preuve qu'il il faut pas trop, comment dirais-je, s'obstiner lorsqu'on prend un trade. Alors, on avait analysé Seb cet été. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Et j'avais dit dans ma vidéo, voilà, on arrive sur une zone, donc on était ici, j'avais dit on arrive sur une zone effectivement très importante, puisque on a effectivement une zone qui avait fait support ici au mois de mars 2020, et on avait, donc je vous avais tracé, j'ai pas touché, hein, je vous avais tracé les dessins en vous disant, voilà, effectivement, sur Seb, on a un titre qui est en train de former une congestion. On a des volumes qui sont en train, c'était ici, voilà, on a des volumes qui sont en train de se tasser, donc je vous disais, voilà, si à un moment donné on a quelque chose à tenter, ça peut se tenter sur Seb, mais encore une fois, en prenant toutes les précautions d'usage, c'est-à-dire qu'on met un stop d'invalidation, etc. Ceux qui ont anticipé, donc ça devait être la vidéo du 19 août, puisque je vois que j'ai tracé sur la bougie du 19 août. Donc, effectivement, potentiellement, voilà, donc j'efface un petit peu ce que j'avais tracé, mais j'avais dû dire très certainement que tenter un achat au-dessus des 78,40 avec un stop d'invalidation sous la bougie, donc sous les 76,45, donc avec un stop potentiel de 2, 3, 4%, ça valait le coup pour jouer en effet, pourquoi pas, la cassure en anticipation par le haut, c'est très certainement ce que j'avais dû dire, et pourquoi pas aller chercher, je vois qu'il y a une zone de gap ici, aller chercher tout ou partie de ce gap ouvert. Mais une fois que ça passe pas, alors bon là on n'aurait pas été déclenché, mais peu importe, même si on l'avait été et qu'on est dans le trade, du moment où on repasse en dessous, c'est terminé. Il faut savoir clôturer le trade, parce que si vous n'avez pas clôturé le trade aujourd'hui, c'est une perte de 17%. Et ça veut dire que pour revenir à votre prix d'achat, il faut que votre titre performe de 21%. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est revenu en effet sur Seb, sur une nouvelle zone en effet très importante. Donc là, de nouveau, si vous avez coupé, bah, vous pouvez tenter quelque chose, puisque là aussi, on a la formation potentiellement d'une espèce de tasse avec Hans. Donc on peut tenter, pourquoi pas pour ceux qui le souhaitent, un achat au-dessus des 65,80 €. Donc je vais supprimer
total, oui. Et celui-ci, voilà. Potentiellement, ceux qui veulent, qui sont intéressés par la valeur et qui pensent qu'elle peut rebondir fortement, bon ben voilà, achat potentiel au-dessus des 65,80 € et stop sous le dernier creux qui sera certainement par là, aux alentours des 62-64 et on ira chercher quoi? Bah, après vous visez des objectifs, hein, donc on peut avoir l'objectif des plus hauts ici par exemple avec une petite marge, on peut aller chercher même le niveau ici, le gros niveau du support oblique et si ça passe, bah, vous accompagnez avec un bout, voilà. Donc là c'est super parce que là pareil, ça vous fait un stop à voilà, alors bon, il faut affiner, mais grosso modo, ça fait stop à 5 donc bon, avec une volatilité qui est quand même très importante. Un ratio gain-risque, puisque vous avez un stop qui est à 5 et un premier TP à 10, donc un ratio de 1 pour 2, voilà, ça peut être intéressant. On reste dans une tendance baissière, on reste dans une tendance dégradée, donc voilà, c'est vraiment du trading, hein. Et puis on va terminer pour les actions avec Boiron. Alors Boiron, c'est un trade que j'ai proposé moi à l'achat. Voilà, très peu de trades ce mois-ci, mais ça fait partie des trades que j'ai proposés à l'achat. Pourquoi? Parce que pour moi, voilà, on était sur un titre avec une oblique baissière descendante. Une zone qui avait fait résistance, 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 cassée. Donc cassée pas là en clôture malheureusement, mais ici, oui, en clôture. Et pour moi, voilà, on est revenu faire plus ou moins bien un pullback. Et ce qui m'a intéressé au niveau de ce titre-là, au niveau de Boiron, voilà, je ne vous cache pas, donc on est en légère perte là-dessus pour le moment. Donc voilà, j'avais la mise en place d'une congestion et voilà, des ratios gain risque très intéressants. Et je me suis dit, voilà, avec un stop potentiel à 3% pour viser ici 5,75 et pourquoi pas 9 et quelques. Et si ça marche, si le plan marche, qu'on arrive à attraper les 2 TP, à titre personnel, puisque je suis dedans, je garderai un bout pour accompagner et se dire, bon ben voilà, si vraiment le titre est sur une reprise de tendance très long terme, à ce moment-là, on aura un bout pour accompagner pour du long terme. Donc voilà pour les actions, mes amis. On va donc passer aux ETF. Alors, voilà comment j'ai procédé, ou comment on va procéder. Alors, j'ai travaillé déjà la vidéo hier soir. Donc j'ai procédé à l'analyse de 9 ETF, qui sont l'ETF Monde, Amérique latine, Asie émergent, Russell 2000, Corée, Inde, Water, Immobilier européen et Santé. Je n'ai pas fait des indices parce que des trackers indices, il suffit d'analyser les indices, il n'y a pas besoin d'analyser les trackers. Les indices, on les fait régulièrement, et il y a plein de chaînes sur YouTube qui font les indices américains, etc. Donc je vous laisse aller voir. J'en profite d'ailleurs à ce titre pour saluer mon ami très proche, pour ceux qui le connaissent, Tradosor, en général tout le monde le connaît, qui le fait extrêmement bien et jamais je ne le ferai aussi bien que lui. Et donc lui, voilà, tous les week-ends, je vous recommande sa chaîne évidemment YouTube pour ceux qui sont intéressés. Tous les week-ends, il donne notamment sur les trackers indiciels, il donne des zones d'accumulation rationnelle, pour reprendre son expression qui est parfaite. Il donne des zones pour ça. Donc voilà, moi je voulais faire un petit peu différent et aller plutôt sur des trackers, alors sur certaines régions du monde qui sont moins connues, et puis sur des trackers plutôt sectoriels. Voilà. Donc, on va démarrer par le premier qui est, alors bon, là pour le coup, je commence par le World, le plus connu, un des plus connus. Alors, c'est W8 le code. Donc, je vous ai mis à chaque fois le code pour les retrouver. Donc voilà, l'indice World, code CW8. Voilà, je vous ai mis un maximum d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc l'ETF World, c'est un ETF qui représente, on va dire, les plus grosses, les 1700 plus grosses valeurs mondiales. Attention toutefois, on a tendance à parler d'un ETF monde, en se disant qu'il représente donc le monde entier, et il est vrai qu'il représente le monde entier, mais il est surtout pondéré sur les États-Unis. Il faut savoir que sur ce tracker indiciel, les États-Unis sont représentés à quasiment 70%. Vous avez ensuite, je crois que le Japon qui est représenté à peu près 6%, et ensuite vous avez un petit peu l'Europe avec, je crois, la France 3%, l'Allemagne 2%, enfin c'est à peu près ces ordres d'idées-là.
Mais grosso modo, il faut avoir conscience que sur ce tracker-là, vous avez des valeurs comme Apple qui représente près de 5%, du Microsoft près de 3 ou 4%, du Amazon près de 2%, Tesla près de 2%, voilà, Alphabet aussi près de 2%, vous avez du Johnson Johnson, voilà, vous avez du Nvidia, voilà, vous avez toutes ces valeurs américaines, ces grosses capitalisations américaines qui sont là-dedans. Donc il faut bien bien avoir conscience que si vous voulez également prendre un tracker, notamment Nasdaq, attention parce que vous allez avoir des doublons dans vos investissements. Donc attention à bien pondérer là aussi vos investissements. Sur tracker. Pour moi, donc les deux zones, hein, alors j'essaye de vous en donner pas trop, 2 à 3 maximum, mais pour moi, voilà, les deux zones sur l'indice monde pour pouvoir accumuler. Alors c'est des zones, hein, vous pouvez étaler bien évidemment dans ces zones vos achats si ça vous intéresse, etc. Hein, vous êtes libre et bien évidemment de faire ce que vous voulez. Eh bien, vous avez une zone, une première zone qui va se situer pour moi entre 321 et 336 euros et la deuxième zone qui va se situer entre 262 et 280 euros. Voilà les deux zones d'accumulation que l'on peut mettre à profit. Donc voilà pour l'indice monde. Ensuite, on a l'indice donc Amérique latine. Alors, Amérique latine, le code c'est PALAT. Voilà, donc je dézoome. Voilà, le code, hop, PALAT. Donc Amérique latine, alors c'est très intéressant, Amérique latine, puisque c'est un tracker qui, hop, je vais supprimer un petit peu. C'est un tracker qui n'est pas revenu encore, donc ça c'est la chute du Covid, hein, qui n'est pas revenu sur ses niveaux d'avant Covid, hein, qui est en retard, et qui, je pense, peut être intéressant pour de l'investissement moyen-long terme aussi. Alors, j'ai 3 zones d'accumulation là également, parce que j'ai plutôt une espèce de canal, vous voyez, une espèce de canal haussier. Donc, j'ai 3 zones, on va dire le bas de canal qui se situerait entre... Ah, je l'ai faite peut-être pas assez large, je vais la faire un petit peu plus large, je vais la remonter un petit peu. Mais voilà, plutôt cette zone-là. Voilà, la première zone, on n'est pas loin, qui serait aux alentours des 18,70 euros. La seconde zone qui se situerait aux alentours des, enfin plutôt entre les 15,30 euros et les 15,90 euros. Et la dernière zone qui se situerait aux alentours des 12,85 €, 12,50 €, pardon, 12,85 €, 13,50 €. Donc là, bien évidemment, hein, très simplement, hein, il s'agit de l'Amérique latine, hein, donc vous avez des actions, surtout brésiliennes d'ailleurs, hein, je crois qu'il y a plus de 60% d'actions brésiliennes là-dessus. Donc vous allez avoir voilà, des banques brésiliennes, vous allez avoir pas mal d'entreprises brésiliennes et mexicaines, je crois, beaucoup représentées, hein. Je crois que de mémoire, c'est à peu près 60% du Brésil et une vingtaine ou un petit peu plus de pourcents du Mexique. Ensuite, vous avez l'ETF, donc on est Asie émergent, oui, Asie émergent, donc c'est le code PAASI. Hop là, PAASI, le voilà, voilà. PAASI, donc tac, j'ai 2 zones, le PAASI, voilà, PAASI, 2 zones. Alors moi, pour moi, on est dans une espèce de, là aussi, hein, de potentiel biseau descendant. Donc j'ai une première belle zone investisseur qui se situerait entre les 19 euros et les 20 euros, et la seconde beaucoup plus bas, entre les 15,70 et les 16,66. Donc là-dedans, vous avez une exposition sur le PASI qui est de l'ordre de, je crois, de 40% sur la Chine. Et ensuite, je crois que c'est partagé, grosso modo, entre l'Inde, Taïwan et je crois que c'est la Corée. Grosso modo, une vingtaine de pourcents chacun. Donc là-dedans, vous avez des grosses capitalisations, hein. Vous avez même du Alibaba d'ailleurs là-dedans, je crois. Vous avez du Alibaba, vous avez du Tencent, vous avez du Taiwan Semiconductor, vous avez voilà, ces valeurs-là pour ceux qui connaissent, qui sont représentées là-dedans, hein, à hauteur de 3, 4, 5, 6%. Grosso modo, c'est un ETF qui, je pense, peut être intéressant pour du long terme là aussi. Ensuite, le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, les small cap américaines, donc c'est le RS2K. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés, hein, parce que c'est un des plus dynamiques et c'est un de ceux qui a le mieux performé ces dernières années.
On n'est pas, pour moi, pour le moment, sur une zone, intéressante, là-dessus. Donc, évidemment, le Russell 2000, il représente les 2000 petites capitalisations, américaines, hein, 2000 petites capitalisations américaines. Pour moi, il y a un potentiel de baisse supplémentaire. Est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? Là aussi, je peux pas savoir, hein, vous l'avez bien compris. Mais grosso modo, voilà. Pour moi, tant qu'on n'est pas repassé là aussi sous les 255 euros, ça vaut c'est pas l'opportunité du siècle. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. On peut bien sûr investir, hein, mais c'est pas l'opportunité du siècle. En tout cas, si on y va, il faut y aller doucement. Je pars du principe que les zones d'opportunité réelles importantes seront entre les 180 et les 200 euros et en dessous entre les 145 euros et les 160 euros. Voilà. Voilà, moi, à titre personnel, les zones que je mettrais à profit sur les small caps. Ensuite, on a la Corée. La Corée, alors très intéressant la Corée, hein. Très, très intéressant, un ETF qui est très intéressant, moi j'aime beaucoup, qui, est très dynamique et qui alors c'est un marché, la Corée, qui est plutôt sous-évalué. Alors bon, il y a des risques, hein, évidemment, hein. De toute façon, les marchés asiatiques, on sait très bien que, Asie, Corée et cetera, on sait très bien que c'est des marchés qui voilà, hein, on l'a vu notamment pour la Russie et cetera. Ce sont des marchés, potentiellement plus risqués lorsqu'on est investisseur étranger. Pour autant, une fois qu'on a dit ça et qu'une fois qu'on a mesuré ce risque-là, c'est un marché qui est très intéressant, qui est pour moi sous-valorisé techniquement, hein, du moins fondamentalement, qui est sous-valorisé. On revient déjà sur des zones qui peuvent être potentiellement intéressantes. Alors j'en ai deux à vous proposer. La première, on y est presque. C'est la zone qui se situerait entre les 10,58 € et les 11,38 €. Et vraiment, si ça part en cacahuète, il y en a une seconde qui se situerait entre les 8 € et les 8,80 €. Voilà pour moi les deux zones potentiellement qui peuvent être importantes. À savoir que vous avez grandement représenté là-dedans du Samsung, hein, tout ce qui est Samsung, tout ça, dans cet indice-là, ça pèse très très lourd. Je crois que c'est de l'ordre de 20 ou 30% de l'indice où vous avez du Samsung électronique, hein. Donc c'est énorme. Donc voilà. Mais voilà, ça fait partie vraiment des ETF. Je pense sincèrement que si vous aimez un petit peu le risque et que voilà, vous voulez avoir un potentiel en termes de diversification de votre portefeuille, voilà, c'est pas forcément déconnant, en le mesurant bien comme il faut avec un bon money management, c'est pas forcément déconnant d'en avoir un petit peu dans son portefeuille long terme. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Ah oui, le TF-End, alors magnifique, alors c'est un des plus beaux celui-là, donc c'est PINR le code. Voilà, donc un des ETF, qui a le plus progressé, hein. Alors magnifique, hein, donc là, depuis les plus bas du Covid, il a explosé, hein, on a fait, plus, 138% et on voit qu'il a du mal à baisser, voilà. Est-ce que c'est une opportunité sur ces niveaux de prix? Pour moi, la réponse est non. Donc moi, je pars du principe, que pour du long terme, il faut que ce soit une opportunité, une grande opportunité, voilà. Parce que pour moi, on va bloquer du capital pendant plusieurs années, donc il faut que ce soit sur un niveau de prix intéressant. Donc je pars du principe que si on n'a pas vraiment un retracement important, vous voyez, là, depuis les plus bas Covid, on n'est même pas arrivé sur le premier retracement de Fibonacci à 38, en 38,2. Donc pour moi, une opportunité réelle, c'est déjà sous les 50% de retracement. En dessus, pour moi, ça reste un peu tendre. J'ai deux zones pour le tracker End. J'ai une première zone qui se situerait entre les, on va dire, 15 € et 16,50 € et la seconde plus basse qui se situerait entre, on va dire, les 9,50 € jusqu'à 11 €. Voilà les deux zones d'opportunité pour moi sur l'ETF End. Bon, les positions, sur les actions, je les connais pas, mais il y a pas de mémoire, il y a pas vraiment de choses très, très connues, en tout cas sur les actions. Voilà, pour le TF-End et ensuite voilà. Alors ce qui est intéressant maintenant, je vais vous faire les 3 derniers, donc ce sont 3 trackers, 3 ETF, sectoriels. Alors il y en a un qui est très connu, hein, c'est, bien entendu l'ETF Water avec le code AWAT. Hop là, voilà, AWAT. Donc magnifique, hein, magnifique ETF. Voilà. Alors, l'ETF Water, c'est un ETF qui représente évidemment les actions qui sont
comment dirais-je? Qui sont, qui s'occupent de tout ce qui est, notamment qui sont liés à l'eau quoi, hein, qui s'occupent, voilà, notamment le recyclage de l'eau, et cetera, et cetera. Donc là-dedans, vous allez avoir, des comment dirais-je? Des actions qui sont représentées du type Veolia, par exemple. Vous avez du Veolia, vous avez, j'ai perdu un peu le fil pour les actions, water. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah oui, vous avez pour ceux qui connaissent, ah ben, voilà, une très connue, American Water aux États-Unis, hein, qui est très bien représentée. Vous avez, du Xylem également, voilà, aux États-Unis. Je cherchais, mais ça y est, ça me revient. Donc qui sont plutôt, bien représentés. Donc voilà, toutes les valeurs liées à l'eau, hein, grosso modo, sont plutôt bien représentées, là-dessus, hein, voilà. Donc l'idée, c'est de représenter la performance, grosso modo, des valeurs, qui sont liées à l'eau en termes, voilà, de recyclage, de traitement, de distribution, et cetera, et cetera. Donc, sur cet ETF, donc code AWAT, j'ai 3 zones d'investissement. Donc, vous voyez, c'est un magnifique ETF, hein. Donc, j'ai une première zone qui sera la cassure du bas de juin. Donc, une première zone timide, qui sera entre les 20,60 € et les 21,20 €. Une deuxième zone plus intéressante, où on se situerait entre les 18,40 € et les 19,22 €. Et la dernière zone, si on y va, hein, évidemment, c'est vraiment une immense opportunité si on y va, entre les 14,80 € et les 16,32 €. Voilà, grosso modo, pour l'ETF Water. Ensuite, on en a un qui est, alors là, pour le coup, c'est le seul où on est déjà, pour moi, un des seuls. Il y a également les pays émergents, pourquoi pas, mais l'immobilier européen, donc c'est le code, c'est PMEH, où on est sur un niveau de prix. Alors là, on me dit qu'il y a certaines actions, on n'est pas en crash, mais là, regardez un petit peu le crash qu'il y a eu sur les actions immobilières européennes. Absolument incroyable. Donc, on a un gros dip. On est, pour moi, d'ailleurs, il a grandement rebondi aujourd'hui, il prend 5%. On est clairement sur une zone d'opportunité, hein, réelle. Pour moi, on est sur une zone d'opportunité réelle. On a eu une baisse là depuis les plus hauts de 43%, donc ce qui veut dire quand même qu'il faut faire une performance de 72% pour pouvoir retrouver les plus hauts. On est sur une opportunité pour moi, voilà, quelqu'un qui veut investir sur l'immobilier européen, on est clairement sur ces niveaux-là, voilà, entre 9,58 € et 10,40 €. Nous sommes, pour moi, sur un niveau important pour pouvoir investir là-dessus. J'ai un second, alors c'est évidemment, j'ai pas d'historique, mais c'est un second niveau qui correspond entre 7 et 7,84 €, voilà. Mais pour moi, rentrer d'ores et déjà une demi-position consacrée, hein, à ce compartiment-là, je pense que c'est pas déconnant. Évidemment, c'est un horizon, on est bien d'accord, hein, ETF, c'est de long terme, ça veut dire horizon minimum 5 ans, hein, minimum 5 ans, hein. Et on terminera alors par un des plus beaux également. Alors oui, pardon. Là-dessus, vous avez des actions que vous connaissez, hein. Vous allez avoir, vous allez avoir du Gecina, par exemple, du Gecina, pour les actions, européennes, Gecina, une action française. Vous allez avoir du Warehouse de Pau, pour nos amis belges qui connaissent très bien cette valeur. Vous allez avoir bien entendu du Unibail, qu'on connaît tous. Vous allez avoir du Vonovia, en Allemagne. Je crois que Vonovia d'ailleurs, c'est la plus grosse position. Voilà, vous allez avoir ce genre de valeurs-là qui sont représentées dans comment dirais-je, dans ce tracker. Et puis on va terminer, voilà, par un des plus beaux qui est l'ETF santé. Donc c'est le code HLT. C'est celui-là, je pense. Voilà. HLT, alors magnifique, hein, celui-ci, regardez. Superbe, vraiment, on a une performance, c'est un des plus beaux, hein. On a une performance depuis 2009 de 320%. Donc, exceptionnel, hein, x3 en, on va dire, 15 ans. C'est ça, hein, oui, bon, un petit peu moins. 13 ans, on va dire, 13-14 ans. Donc voilà, on a une super performance. Est-ce qu'on est sur un niveau de prix intéressant? On commence, pas encore ça, mais on commence. J'ai 3 niveaux. Le premier qui se situerait entre, on va dire, 100 et 105 €. Le second entre 87, 88 € et 92 €. Et le dernier entre 73 € et 78 € là-dedans. Bien évidemment, hein, toutes les valeurs qui sont liées à la santé,
les plus grosses, biotech, européennes, voilà, sont représentées, là-dedans, puisque c'est le santé européenne, hein, là-dedans. Donc là-dessus, vous allez avoir du Roche, hein, du Roche, qui est coté en Suisse. Vous allez avoir de l'Essilor, qui est coté en France. Vous allez avoir du Sanofi, bien évidemment. Vous allez avoir de l'AstraZeneca, du Bayer. Vous allez avoir voilà, ces types de valeurs-là. Donc vraiment des belles valeurs qui, de toute façon, ces valeurs-là ont de l'avenir, hein. Je veux dire, si le secteur de la santé s'écroule, à mon avis, les autres secteurs s'écrouleront eux aussi. Donc je pense que voilà, ça fait partie de mes ETF là aussi préférés pour du long terme. Voilà, j'en ai terminé avec, cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors s'il y a bien une vidéo, que je vous incite à partager, sur les réseaux sociaux pour les investisseurs, c'est bien celle-ci, s'il vous plaît. Parce que là, pour le coup, ça peut aider vraiment beaucoup de personnes, notamment, voilà, les personnes qui font du long terme, hein. Je sais que, ce sont, qui font des ETF, ce sont des vidéos qu'ils recherchent. Donc n'hésitez pas là aussi, à partager cette vidéo sur les réseaux. Encore une fois, un grand merci pour vos retours. Je lis tous les commentaires, je vous rassure, je lis tous vos commentaires. J'essaie de répondre à tous. Malheureusement, je fais relativement court parce que c'est difficile ça prend beaucoup de temps, donc c'est difficile de faire de longues phrases, mais j'apprécie chacun de vos commentaires et ça me touche beaucoup. Donc encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bon week-end.